On est avec Mathias Tavel, député LFI de Loire-Atlantique. Bonjour. Bonjour. Alors on a plein de questions. On va parler d'industrie verte, on va parler de la loi de partage de la valeur. Mais on va commencer parce qu'il y a 20 minutes, on est avec Mathieu Guéné, le PDG fondateur de Life. Première mondiale dans votre circonscription. On a relié une plateforme de production d'hydrogène à une éolienne offshore. Donc hydrogène totalement vert. Toujours deux questions. Est-ce que vous êtes plutôt côté écolo ou les éoliens c'est moche, notamment offshore, ou est-ce que vous êtes plutôt côté énergie verte renouvelable? En l'espèce, c'est pas les écolos qui sont contre l'éolien, c'est plutôt d'autres types d'acteurs et notamment de ce côté-là, ceux qui ont des résidences secondaires du côté de la Baule. Mais cette initiative-là est une prouesse technique, c'est une formidable nouvelle pour la bifurcation écologique et c'est une très grande fierté pour l'ensemble du territoire, que ce soit le centre d'essai qui est là où il est, à côté du Croisic, qui est lié à les deux écoles à Nantes et à l'université, et forcément autour de Saint-Nazaire avec le premier parc éolien, avec les emplois qu'il y a sur cette ancienne usine Alstom devenue General Electric, avec des grands projets pour le port qui doit devenir le port de référence de l'éolien flottant. C'est vraiment une fierté, de l'emploi, des outils pour la bifurcation écologique. Donc vraiment, c'est une très bonne nouvelle et j'en suis très heureux. La plus grosse difficulté pour l'éolien, qu'il soit offshore ou terrestre, c'est l'acceptabilité des riverains. C'est, vous savez, le syndrome NIMBY, not in my backyard, j'en veux pas dans mon jardin, mais je voudrais quand même de l'électricité. Comment, c'est quoi vous votre point de vue à LFI sur cette question d'acceptabilité sur l'éolien? D'abord, si on veut réussir la bifurcation écologique, il faudra avoir de la sobriété. On ne pourra pas y arriver si on continue sur les mêmes trajectoires de consommation énergétique qu'on connaît. Ensuite, pour qu'il y ait de l'acceptabilité, il y a une chose très simple, ça s'appelle l'emploi. Si vous faites un parc éolien en mer avec de l'emploi à Saint-Nazaire, les gens y sont pour. Si vous faites du photovoltaïque sur des bâtiments qui ont un certain cachet, ou à proximité de bâtiments qui ont un certain cachet, ou de l'éolien, mais avec des produits qui sont importés de l'autre bout du monde, forcément, vous voyez bien qu'il y a un décalage, ne serait-ce que de cohérence. C'est pas cohérent de produire à l'autre bout du monde des choses qui sont censées réduire notre impact sur l'écosystème et sur le climat. Donc il faut de l'emploi local, du contenu local dans les appels d'offres, et avec ça déjà, on aura bien avancé pour faire rendre acceptable. Mais quand vous demandez aux gens s'ils préfèrent des éoliennes ou des centrales nucléaires à côté de chez eux, je note qu'ils préfèrent quand même les éoliennes. Ah, ça dépend. Là aussi, il y a débat. Est-ce que vous pensez que, vous avez vu que le président de la République a proposé de faire un EPR à Fos-sur-Mer, est-ce qu'il faut plus d'EPR en France ? Non, la technologie EPR, d'abord, elle ne fonctionne pas. Celui en Chine est arrêté, celui à Flamanville, on ne sait pas s'il marchera un jour. C'est un pari sur la... vu l'argent qu'on y a mis, oui, on peut que espérer qu'au moins ça fonctionne techniquement. Mais très franchement, c'est un pari pour dire dans 15 ans, on aura peut-être de l'énergie nucléaire. Mais pour agir sur le climat, on n'a pas 15 ans. C'est tout de suite qu'il faut agir. Donc c'est par la sobriété et par le développement des énergies renouvelables qu'on peut agir tout de suite pour espérer limiter notre impact sur le changement climatique et atteindre nos objectifs. Alors justement, pour accélérer, mettre en place des projets industriels très rapidement, baisser les délais, il y a ce projet Industrie verte, projet de loi qui est en discussion au Parlement. Vous en êtes où? Vous dites quoi de ce texte? Quand je vous entends, je dis vous allez le voter en signant bravo à tous en bas. D'abord, c'est une victoire pour nous les insoumis, c'est-à-dire que parler d'industrie verte, parler de bifurcation, parler de planification écologique, c'est quand même les mots qu'avec Jean-Luc Mélenchon, ça fait 10 ans qu'on essaye de mettre dans le débat. Donc le gouvernement se rend compte que c'est nous qui avions raison. C'est une bonne nouvelle. Tout seul, parce qu'on non, c'est parce que c'est une prise de conscience. C'est pas politicien, c'est une victoire de la société elle-même qui prend conscience qu'elle doit changer. Maintenant, est-ce que les outils qu'il y a dans le texte que nous propose Monsieur le maire vont nous permettre de répondre à la question? Aujourd'hui, très franchement, on n'est pas au niveau. Il faut réduire encore les procédures et les délais? Mais s'il y a des délais longs, c'est d'abord parce que c'est ce que dit un rapport qui a été rendu hier par un député MoDem et une députée LR, c'est parce que les dossiers sont pas très bons, parce que il y a beaucoup de recours aussi, parce que les effectifs, vous dites ça, mais souvent oui, mais il y en a des recours économiques. Mais non, s'il lisait le rapport, c'est la qualité des dossiers, les effectifs des moyens de l'État pour instruire ces dossiers et les moyens des collectivités, et après c'est surtout comment on fait. Si vous voulez aller plus vite après, il faut mieux discuter avant. C'est ça, vous pouvez pas dire on va moins discuter avant, ce qui est dans le texte, moins de concertation, aller plus vite dès le départ des procédures, et en plus pas vouloir qu'il y ait de recours après. Il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi non plus, parce qu'on doit traiter la question climatique, la question de la biodiversité, etc. Par contre, il faut que sur un certain nombre de grands secteurs, on ait des stratégies. Sur l'éolien, je vous ai parlé, il faut qu'il y ait du contenu local, donc il faut qu'il y ait du protectionnisme. Il n'y a pas dans le texte. Sur un certain nombre d'industries qui aujourd'hui existent et qu'il va falloir faire bifurquer,
tout ce qui est lié aux industries fossiles, par exemple, toute une branche de la chimie, il va falloir faire une transformation. On la fera pas sans les salariés. Il n'y a rien sur les droits des salariés dans ce texte. Donc il y a des manques qu'on va essayer de compléter et on verra à la fin ce qu'il en ressort. Vous parliez de l'industrie carbonée et des hydrocarbures. Est-ce que vous êtes pour une taxe carbone pour aller plus vite et la fin des mécanismes de subvention aux industries, enfin aux énergies fossiles, par exemple le bouclier tarifaire? C'est une aberration écologique. Mais c'était indispensable socialement. Parce qu'on a pris tellement de retard. C'est contradictoire avec le fait qu'on prenne du retard. Mais justement, vous n'envoyez pas le bon signal aux gens. Non, mais si le bon signal, c'est de dire aux gens, vous ne pourrez pas vous chauffer, c'est pas un bon signal. Le bon signal, c'est de leur dire, on va rénover votre logement. Nous, l'automne dernier à l'Assemblée, nous avions fait voter par l'Assemblée elle-même 12 milliards d'euros de plus pour la rénovation énergétique. Quelle a été la réponse du gouvernement ? 49.3, on annule ces dépenses supplémentaires. Donc c'est pas nous qui freinons la bifurcation écologique. Par contre, il faut un quoi qu'il en coûte écologique pour la rénovation énergétique des logements, pour investir dans le transport ferroviaire, pour permettre d'avoir de nouvelles industries et aider à la transformation des industries existantes. Mais ça doit se faire avec des critères écologiques, avec de l'investissement public et donc il faudra bien que quelqu'un le paye. Et c'est ce que disait le rapport Pisani-Ferry. Sur la taxe carbone, vous n'avez pas répondu. C'est oui ou c'est non ? Par exemple, sur le transport aérien, oui, il faut que le kérosène soit taxé. Sur le transport maritime, oui, il faut c'est 2 à 3% des émissions de CO2. La voiture, c'est le premier responsable des émissions de CO2. On en est à 20 ou 25% des émissions. Il faut de la justice. Donc commençons par le transport aérien, par le transport maritime. Commençons par les riches, en quelque sorte. Sur la question automobile, pourquoi autorise-t-on des véhicules aussi lourds à circuler dans les villes alors qu'on sait bien que le poids des véhicules est l'une des questions extrêmement importantes. Et si on veut que les gens n'aient pas à utiliser leur voiture, il faut qu'ils aient des alternatives, des transports en commun notamment, et d'autres dispositifs de transport. Mathias Sabel, l'autre projet de loi en discussion en ce moment à l'Assemblée, c'est évidemment celui de la partage de la valeur ajoutée, avec des dispositifs notamment pour les petites entreprises, moins de 50 salariés, qui si elles font des bénéfices exceptionnels, c'est un débat, devront le partager. Et puis, à partir de 50, elles devront avoir adopté un mécanisme de partage de la valeur, intéressement, participation, prime Macron. Vous avez voté contre, alors que ça va quand même dans le bon sens, non ? Oui, on a voté contre pour deux raisons. La première, c'est que dans ces dispositifs de partage de la valeur, le gouvernement a intégré la prime Macron, alors qu'il y a déjà l'intéressement et la participation qui existent. Et pour nous, la prime Macron va progressivement cannibaliser ces dispositifs qui existent et qui nécessitent un accord entre l'employeur et l'entreprise. Puis ensuite, il y a un problème. C'est que l'INSEE nous dit 30% des montants de ces primes remplace des salaires. Et nous disons, il n'est pas question d'affaiblir les salaires. Ce qui donne des droits aux salariés, ce qui permet de financer la sécurité sociale avec des cotisations, c'est les salaires. Et si on ne veut pas avoir demain des réformes des retraites, des déremboursements de soins dentaires ou de franchises sur les médicaments comme le gouvernement l'évoque, il faut du salaire et des cotisations. Et dans ce texte, il n'y a ni l'un ni l'autre. C'est pas parce que vous recevez une prime que votre salaire baisse. En France, les salaires ne peuvent pas baisser. Donc c'est quand même un surplus de rémunération. J'entends bien le débat entre prime et salaire, mais vous entendez quand même qu'une entreprise, elle verse de l'argent en plus en fonction de ses résultats. Ça, c'est une idée que vous acceptez quand même. Mais nous, on accepte parfaitement l'idée que quand il y a un bénéfice, il soit redistribué aux salariés. Mais c'est déjà possible. Vous avez déjà la possibilité de verser une prime exceptionnelle, mais elle est soumise à cotisation comme le salaire. Et donc, il n'y a pas de débat sur est-ce que ça remplace ou pas. La prime Macron, elle n'a pas ces cotisations. Et donc, ce que l'INSEE nous dit, c'est que, en gros, 30% du montant de la prime Macron a remplacé ce qui aurait été sinon des augmentations de salaire pérennes pour les salariés, c'est-à-dire pas seulement une année, mais dans la durée. Et donc pour nous, il y a cet effet de substitution qui est une menace pour les salaires et pour la sécurité sociale et la bonne gestion de l'argent public. Sauf que vous savez que pour les entreprises, accorder une prime, ça permet notamment, parce qu'il y a des bons résultats, parce que l'environnement économique est favorable, de partager avec ses salariés, alors que augmentation de salaire, si la conjoncture se retourne, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est compliqué ensuite et ça peut amener à réduire les effectifs. Oui, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que il y a des profits qui se portent très bien. C'est même le FMI qui nous dit que c'est la première cause de l'inflation et que il n'y a pas la redistribution vers les salariés. Maintenant, on a porté des choses très concrètes, par exemple pour que les grands donneurs d'ordre, qui font de gros profits, puissent alimenter des fonds pour que les PME sous-traitantes puissent verser des dispositifs de partage de la valeur à leurs salariés. Les macronistes l'ont refusé, alors qu'on crée seulement une possibilité. On n'obligeait à rien. Ils l'ont refusé, alors même qu'il y a un article de l'accord national interprofessionnel qui demande qu'on avance sur ces questions-là. Donc on fait des propositions très concrètes, mais elles ne sont pas acceptées, sans doute par une forme de sectarisme macroniste. Merci beaucoup Mathias Sabel, député LFI de Loire-Atlantique.